Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième édition des Conversations atypiques. Nous allons parler aujourd'hui du vivre ensemble. Nous avons été confinés plus de 2 mois. Nous avons du coup expérimenté une certaine promiscuité avec nos voisins, avec nos familles. Et cela nous a conduit à percevoir de manière plus aiguë les qualités et les faiblesses de nos lieux de vie. Alors le confinement, est-ce qu'il aurait fait émerger un nouvel imaginaire résidentiel ou un nouvel équilibre entre individualité, socialité et mise en communauté? Quelles sont les zones urbaines privilégiées pour construire ces nouveaux types d'habitats? Cette situation d'épidémie et de réclusion presque d'une vie sous cloche dans son logement, dans son habitat, a interrogé bien sûr beaucoup les experts, les concepteurs, les acteurs du domaine, parce que on a eu au moins l'impression dans un premier temps qu'on allait redéfinir nos modes de vie, ce qui a été au début en partie le cas, et en même temps qu'on allait vers d'autres modes de vie, modes d'habiter, d'autres architectures de l'habitat. Après, ce qu'on se dit, est-ce que la pandémie a marqué un coup d'arrêt et un changement profond, ou est-ce que finalement, ça n'a pas été plutôt une continuité, la mise en exergue d'une continuité déjà engagée? L'enfermement va impacter ce genre de pratique et poser question sur les espaces partagés, les espaces participatifs, construire ensemble un bien pour créer en fait des espaces communs. Ça, c'était à la marge. Il est vrai que c'est quand même un mouvement qui a été engagé depuis des années. Il est fort probable que ce mouvement continue, mais qu'il reste quand même à la marge. Quand même, dans nos sociétés, depuis une quarantaine d'années, ça a été de privilégier l'individualité, l'individualisme. Et moi, je trouve que justement, cette mise sous cloche pendant au moins 2 mois, ça a fait percevoir toute l'importance des contacts que l'on avait avec l'extérieur. Les contacts humains, ceux des voisins, mais aussi d'aller en ville, dans des endroits de sociabilité, etc., qui sont quand même le support d'un rapport existentiel fort dans nos sociétés. On voit bien que sur le périurbain, il y a un engouement qui est renforcé en se disant je vais avoir quand même un habitat individuel qualitatif et de l'espace, ce qui a beaucoup manqué dans les centres anciens. Et on voit bien que le périurbain a été tellement développé qu'il y a une qualité de service qui est quand même très importante. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le confinement, il repose la question, bien sûr, centrale de la mobilité. Les clients sont clairement prêts à aller plus loin, aller vraiment en périurbain, quitte à faire un petit peu de transport, parce que maintenant, ils font plus de télétravail. Et nous avons vraiment constaté chez Espace Atypique que des biens qui ne sonnaient pas, pour lesquels il n'y avait pas de demande, pas d'appel, qui étaient un peu éloignés avant le confinement, se sont mis à sonner. Les gens ont visité, ont fait des offres. Donc il y a un vrai nouveau marché, un vrai engouement, et c'est pas quelque chose d'isolé. Donc c'est finalement une tendance qui se confirme après le confinement et que l'on peut aisément comprendre. Moi aussi, je suis d'accord que le télétravail, c'est intéressant parce que ça va bousculer la représentation de l'espace domestique. On en parlait depuis une quinzaine d'années, mais c'était pour réduire les mobilités et par conséquent les rejets de gaz à effet de serre qui impactaient le réchauffement climatique. Et le télétravail, aujourd'hui, il trouve une autre raison d'être liée à la pandémie sanitaire. Mais par contre, en termes de représentation de l'espace domestique, comme son espace, son chez-soi, sa représentation d'une intimité personnelle, familiale, a peut-être des chances d'être, je ne sais pas si c'est volé en éclats, c'est peut-être un peu exagéré, mais d'être en tout cas mis à mal. Nous, on le voit dans les lofts qu'on commercialise depuis des dizaines d'années, où à la base, le loft, c'est un espace qui était un commerce, une usine, une industrie qui a été transformée en habitation, mais souvent, il y a un statut qui est un statut mixte qui permet d'exercer une activité et d'habiter sur le même lieu, souvent un lieu très ouvert. Et c'est vrai qu'on constate de plus en plus le souhait de cloisonner un petit peu et d'allouer finalement une fonction à chaque partie du lieu, à chaque pièce, parce que être tout le temps dans le même espace, ça peut être problématique à terme. Pour moi, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va faire sur des espaces typiquement donc dans toutes les zones tendues. Alors, une zone tendue,
c'est là où il y a une forte demande et où on a déjà des prix de marché dans l'ancien ou dans le neuf qui sont élevés. Est-ce que finalement, va pas y avoir des services mutualisés au sein d'immeubles en se disant, on peut avoir aussi un espace de bureau qui n'est pas forcément dans mon logement, mais qui peut être au sein d'une résidence, puisque là, on va se retrouver vraiment en difficulté avec un prix du mètre carré qui est particulièrement élevé et comment est-ce que je peux me dédier cette pièce en télétravail. Pour moi, il y a un enjeu de conception quand même qualitative de ce que sont ces espaces mutualisables, partageables, ces espaces publics, ces espaces de service. Et c'est pour ça que dans ces ensembles, quand on essaye de mixer les fonctions, il faut vraiment porter une attention à la conception de l'espace partagé et de l'espace public, parce que on peut le prévoir intellectuellement, mais après le dessiner architecturalement, il doit avoir aussi les qualités nécessaires pour permettre ces liens et ces échanges. J'aimerais parler d'un exemple de co-living que nous avons l'habitude de commercialiser chez Espace Atypique. Vous connaissez tous ces anciennes usines qui ont été réhabilitées en loft, notamment sous l'impulsion de Pierre Berthaud, que vous connaissez peut-être, qui a réhabilité plusieurs usines à Ivry. Et l'idée au départ, qui a commencé à la fin des années 90, c'est de réunir finalement au sein d'un site des personnes qui ont des activités proches, qui sont plutôt artistes ou artisans, pour favoriser finalement un échange, une synergie, et d'autre part pour pouvoir ouvrir ces lieux pour des manifestations culturelles au niveau du quartier. Et tous ces locaux sont mixtes, on peut y habiter, on peut y travailler. Donc je trouve que ces résidences de loft sont un bel exemple de coworking, un bel exemple de co-living, en tout cas avant l'heure. Et un autre élément qu'on introduit beaucoup, c'est la question environnementale. C'est-à-dire qu'on met de plus en plus de verre dans l'espace public. Donc autant Le Corbusier était un avant-gardiste, autant, même si on revient encore plus en avant les cités paternalistes de Citroën ou de Renault, où on avait les gens qui habitaient, qui vivaient, qui avaient l'école et qui en fait n'avaient pas besoin de sortir. Il y a un autre exemple qui me vient aussi, c'est la cité radieuse du Corbusier, qui est située à Marseille, où son idée, c'était de dégager des espaces verts, de construire verticalement, et d'avoir des services. Et moi, je me remémore aussi déjà anciens aussi des cas de cité-jardin où on essayait, alors là, dans un ensemble résidentiel un petit peu plus vaste, de combiner des équipements, peut-être moins des lieux de travail, mais au moins des équipements publics, des lieux commerciaux et des fonctions d'habitat. Et je crois que ça va. Et le confinement, comme le disait Nolwenn, ça va amplifier peut-être cette tendance-là qui était justement présente.